Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est la première fois depuis le début de cette mandature que nous avons l'occasion de débattre d'un CPER et surtout des principes directeurs du futur CPER, puisque les plans sont sur 5 ans ou 6 ans et c'est donc la première fois. L'occasion nous est donnée de vous faire savoir tout le bien que nous pensons de cet outil d'aménagement qui malheureusement n'est pas utilisé à bon escient et est noyé dans une certaine logorrhée de concepts fumeux et politiquement corrects. Je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Fournier, soyez gentil. Vous le savez, les CPER sont les héritiers des contrats de plan instaurés dans les années 60 sous l'égide de la DATAR, qui dépendait directement du Premier ministre et qui a fusionné en 2014 avec d'autres organismes grâce ou à cause d'une certaine Madame Duflot. Le premier avantage de ces contrats de plan, désormais CPER, réside bien évidemment dans la nécessité de rendre cohérent, sur le plan national, l'aménagement du territoire et d'éviter cette concurrence néfaste et coûteuse que certaines collectivités, et notamment les régions, peuvent entretenir entre elles. On l'a vu récemment à l'occasion de l'achat des masques. L'autre avantage évident de ces contrats de plan entre l'État et les régions, c'est qu'ils permettent à l'État-nation d'insuffler certaines directives dans divers domaines, en matière de transport, qu'on appelle maintenant mobilité, innovation, formation professionnelle, recherche, etc. Plus généralement, ces contrats permettent à l'État d'inciter les collectivités à organiser leur action publique en matière de politique économique afin de permettre l'industrialisation dont notre pays a besoin. Et l'industrialisation, ce n'est pas un gros mot, et je vous rejoins, Monsieur Fournier, lorsque vous évoquez des petites usines de production dont notre région a tant besoin. Ainsi, l'État donne les grandes orientations et les régions aménagent. La crise sanitaire a récemment mis en exergue ce que nous autres souverainistes annonçons depuis des décennies. La France a perdu tout pouvoir en matière industrielle. Nous dépendons du monde entier dans de multiples domaines et sommes devenus un pays de seconde zone qui ne pratique que du tertiaire, du service. Mais bientôt, la machine peut-être remplacera l'homme et ses services deviendront obsolètes, voire inutiles. C'est pourquoi, au-delà même de la nécessité de retrouver notre souveraineté, force est d'admettre qu'un seul le retour durable à la réindustrialisation de notre pays et de notre région nous permettra de prospérer économiquement et d'enrayer cette désertification rurale, cette paupérisation qui nous guette, ce désert français déjà décrit il y a plus d'un demi-siècle par M. Gravier. Alors, c'est un outil intéressant, mais qu'en faisons-nous? Quelle est la situation dans notre région? Je crois que ce futur CPER, qui a probablement été élaboré avant cette crise sanitaire, est décevant et consternant. Je ne dis pas ça pour être désagréable, je ne dis pas ça pour être critique, par pure opposition. Je me réfère simplement à l'analyse du Césaire, qui a écrit, il a évoqué la résilience des territoires ne pourra être effective qu'à condition qu'un changement de paradigme profond soit opéré. C'est clair. En conclusion, le Césaire prévient, la nouvelle génération de CPER devra être en rupture avec les précédents. C'est tout aussi clair. Alors, je m'interroge, où est la rupture? Où est la rupture avec les précédents contrats? Où sont les mesures tant attendues en matière de relocalisation? Où sont les directives et programmes en faveur d'une véritable autonomie alimentaire, énergétique, médicamenteuse? Où sont les mesures en faveur de nos agriculteurs, de nos industriels, de nos entrepreneurs? Où est le fameux monde de demain que l'on nous promettait dès le 20 mars sur toutes les ondes? La France et notre région ne pourront éviter cette crise économique, sociale et politique qui s'annonce que si elles investissent durablement dans toutes les industries et à commencer par notre agriculture. Notre région dispose d'une richesse et d'atouts incomparables en matière agricole. Il est également
grand temps de sauvegarder notre industrie nucléaire et de sanctuariser l'énergie hydraulique. Alors face à ces défis, que nous propose ce nouveau CPER? Il est proposé beaucoup de mesures, teintées, même décolorées, par ce que vous appelez la transition énergétique et la reconversion écologique. Mais l'écologie, l'étude de l'habitat, selon l'étymologie, c'est d'abord l'écologie humaine, c'est l'agriculture, c'est la domestication de la ruralité, l'utilisation des sources d'énergie, le choix des modes de communication, l'aménagement du territoire. C'est aussi faire face à un certain nombre de maux systémiques, la désertification rurale, l'épuisement des sources d'énergie, le pétrole bien sûr, les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, la métropolisation, sans oublier l'hiver démographique que nous connaissons. Or, le seul remède contre ces difficultés, c'est la relocalisation, qui elle-même n'est possible qu'en réindustrialisant notre région. Ce CPER, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, nous donne une occasion unique de pourvoir à cette nécessité. Cet outil permet, encore une fois, à l'État stratège de définir les grandes orientations et aux corps intermédiaires, dont notre région, qui sont à la fois des relais de souveraineté et des libertés locales auprès de nos concitoyens, d'aménager et de localiser. Pour finir, on pourrait, sous forme de boutade, dire que la décentralisation rime nécessairement avec relocalisation, industrialisation et protection. Je vous remercie. Merci, Monsieur de la Ruffie. Madame